Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast investir.us où l'on parle d'investissement immobilier et business aux États-Unis. Alors que vous soyez déjà actif sur le marché ou simplement curieux de vous lancer, vous êtes au bon endroit. Je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode et croyez-moi, 2025 s'annonce riche en aventures et en opportunités. Alors pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Mathieu, c'est un tout nouvel arrivant dans le marché immobilier floridien. Il nous rejoint pour partager son expérience, ses projets, sa vision du marché en tant que Français. Et puis ensemble, on va parler de nos parcours, de nos défis, de nos projets, de nos objectifs, et puis bien sûr de ce qui nous attend de passionnant tout au long de cette nouvelle année et puis dans les mois qui vont arriver. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Mathieu se présenter et nous dire un petit mot. Mathieu, bienvenue dans l'aventure investir.us. Bonjour Julien, et merci de m'accueillir sur ce tout premier podcast, mais aussi toute nouvelle aventure. J'ai vraiment hâte de partager cette toute nouvelle aventure avec ton audience et je l'espère aider certains à franchir le pas. Merci Mathieu, je suis ravi qu'on puisse partager ce projet ensemble. Alors enfin, c'est la finalité de ce projet qu'on a préparé là maintenant depuis quelques semaines. Alors à vous, chers auditeurs, on espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous en prenons à préparer ces épisodes pour vous. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers passionnant de l'investissement immobilier aux États-Unis. Ok, bah c'est parti. Alors Mathieu, comment ça va? Quelles sont les nouvelles du côté de la France actuellement? Donne-nous quelques nouvelles. Alors bien sûr, tout le monde, je pense, suit les news, mais je trouve que c'est intéressant de refaire un petit point économique, politique de la situation en France, qui peut avoir un incident aussi sur l'immobilier en France. L'idée, c'est aussi qu'on fasse le parallèle parfois entre des deux côtés de l'Atlantique pour faire comprendre Tout un à peu les fait. différences. Et c'est exactement le but, je pense, de ce podcast, hein, faire des comparatifs, comme tu dis, et pouvoir peut-être donner des pistes de réflexion à certains qui envisagent déjà d'investir en dehors de la France et pourquoi pas aux États-Unis. C'est vrai que la situation économique, bon, toi tu la suis de loin, mais tu la suis de très près quand même, tous les matins en lisant les journaux en ligne. Euh, c'est pas, ouais, c'est pas top hein, en ce moment. Faut dire ce qui est. C'est vrai qu'on parle de ce podcast depuis, comme tu disais tout à l'heure, depuis quelques mois quand même. On avait déjà commencé à évoquer les sujets il y a quelques mois qui étaient déjà des inquiétudes et qui finalement, 2 mois plus tard, se confirment, puisque entre-temps, le moment où on a commencé à réfléchir à enregistrer ces épisodes, on a déjà un gouvernement qui a été renversé, qui a subi une censure, puis un nouveau qui aujourd'hui va bientôt pouvoir faire son entrée en action. Ça n'a pas l'air de se présenter sous de meilleurs auspices. Donc pas sûr qu'il aille beaucoup plus loin que le précédent. Donc c'est vrai que la situation économique et la stabilité du pays en ce moment est peut-être un petit peu entachée. En tout cas, il y a du sable dans les rouages. Ouais, ben moi, à mon petit niveau, évidemment, mon prisme est toujours les investisseurs français et avec ce qui s'est passé dernièrement, on a clairement vu une différence en termes d'activité, plus de gens qui sont venus nous voir, plus d'inquiétudes. Donc ça aussi résulte résume assez bien la situation française. Il y a quand même une forme de euh, d'incompréhension de la situation, d'inquiétude, le risque d'instabilité fiscale quand même qui est très important. Il y a pas mal de choses qui se murmurent. Et puis bon, déjà, on savait que c'était pas un pays extrêmement bienveillant avec les propriétaires à la France. Et ça, c'est une grosse différence avec les États-Unis. Les choses malheureusement vont pas a priori pas dans le bon sens, quoi. Non, c'est vrai que depuis quelques années,
même s'il y a de toute façon on va dire un fonds qui, dans l'ensemble, n'est pas protectionniste pour les propriétaires en France. On est plutôt pro, pro-locataire. On protège énormément les locataires. De plus en plus de propriétaires le ressentent, je pense, et peut-être le subissent aussi, parce que bon, on en parle tous les jours aux informations. Tout le monde, heureusement, n'est pas frappé par des problèmes locatifs. Mais c'est une petite musique, c'est des histoires qu'on entend tous les jours, ou des impayés qui s'empilent, des procédures qui n'en finissent pas pour pouvoir se séparer des locataires. Donc ça inquiète de plus en plus de monde. Je pense que ça, combiné à une rentabilité plus faible aussi, c'est moins intéressant qu'il y a 10 ans. En tout cas sur le résidentiel, sur le locatif résidentiel, on va dire, hein. Sur le locatif commercial, on arrive encore à tirer son épingle du jeu, en commercial et industriel. Mais sur le résidentiel, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a une grosse protection des locataires qui fait que si quelqu'un subit un impayé, on est parti pour, sans trop s'avancer, 18 mois de procédure avant de pouvoir obtenir quelque chose. Donc ça devient compliqué. C'est vrai que si on doit faire le parallèle avec les États-Unis, ça se passe pas comme ça du tout là-bas, parce que quelqu'un qui se mettrait à mal payer son loyer, finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais c'est tout le système qui veut ça, puisque là-bas, un locataire qui ne paierait pas, qui se mettrait en défaut de paiement, son credit score serait impacté. Donc il a peu d'intérêt à faire ça aussi, parce que derrière, s'il veut pouvoir emprunter, et parce que on emprunte beaucoup aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, on consomme beaucoup plus à crédit qu'ici. Un locataire serait impacté directement, enfin en tout cas un mauvais payeur aux États-Unis, tu le confirmeras ou me l'infirmeras, mais il serait impacté directement sur son Ah, crédit mais score et ça serait pas bon pour lui. bah, même avant le crédit score, en fait, il y aura un jugement. Parce que crédit score, on parle de ça, oui, 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 bien sûr qu'il y a le crédit score qui va être affecté, mais au-delà de ça, il y a un jugement en fait, hein, c'est-à-dire qu'une éviction, il y a beaucoup moins de protection légale pour les locataires. Là-bas, elle est beaucoup plus. J'ai tendance à prendre ce parallèle-là. La balle est au centre aux États-Unis. Voilà, on est sur une forme d'équilibre entre les propriétaires et les locataires. Et quelqu'un qui paye pas ou qui a un défaut de son bail, tout simplement, oui, il va se faire poursuivre tout simplement. Et les tribunaux là-dessus sont assez efficaces. Alors tout dépend des counties, puisque nous c'est très décentralisé, hein, l'administration est très décentralisée. Donc d'un endroit à un autre, ça peut évoluer, mais globalement, en 30 à 45 jours, vous avez réglé le problème. Et la personne n'a aucun intérêt à aller dans ce sens-là, parce qu'elle va elle va avoir une trace en fait. Et vu qu'aux États-Unis, on a beaucoup de choses qui sont public recorded, dont les jugements, derrière, en tant que propriétaire ou que gestionnaire, vous faites ce qu'on appelle un screening du locataire avant de signer un lease et d'approuver son dossier, et ça ressort. Donc, il n'y a personne qui vous approuvera. Alors oui, votre credit score peut en prendre un coup, mais au-delà de ça, surtout, vous allez être en grande difficulté pour retrouver un logement derrière. Et c'est pas, vous avez peut-être vu certains, et toi Mathieu aussi, vous avez ces fameux films où on voit les motels, où c'est la dernière chance en fait. Des gens quand ils se font, soit parce qu'ils ont un jugement, ils se sont fait expulser de leur logement en tant que locataire, soit ils se sont fait saisir les maisons. Donc ces gens-là en fait ne peuvent plus retrouver de logement si ce n'est ces fameux motels un peu crasseux, hein. C'est pas de l'hôtellerie, on n'est pas au Ritz-Carlton, hein, c'est vraiment du logement de première nécessité, mettre un toit au-dessus de sa tête. Et en fait, il y a seulement eux qui les prennent parce qu'ils payent d'avance. Donc là, tu payes ta chambre la semaine et tu payes d'avance. Et on n'est pas du tout dans la même notion aussi, puisque c'est plus de l'hôtellerie, c'est plus de l'immobilier de locatif, mais c'est de l'hospitality, c'est de l'hôtellerie. Donc là, on appelle les flics après, si vraiment il y a un problème et qu'ils payent pas ou qu'ils décident de squatter les lieux. Et on n'a plus à faire une procédure au tribunal. Donc c'est encore plus expéditif. Les flics viennent, enfin la police, pardon, vient et sort les gens. Donc c'est vraiment voilà, quand on est dans ces situations-là, on n'a pas d'autres options que d'aller sur ce genre de logement, quoi, un peu précaire, hein, un motel. Le motel arrivant après le trailer, quoi, les fameux trailer park. Ah ouais, le trailer park, voilà, déjà, c'est un peu très abordable. Même si ça subit, quand t'as un trailer park en tant que propriétaire, ouais, c'est que c'est plus abordable, mais c'est les mêmes lois, c'est les mêmes,
tout dépend quel type de trailer park il y a, mais t'as raison, c'est un peu l'entre-deux. Ben bon, le motel très vite s'impose pour des gens qui ont des problèmes de ce type-là, hein. Mais ils ont aucun intérêt d'être là-dedans. Après, tout ça en amont, aussi, il y a beaucoup de jalons, de garde-fous qu'on met en place pour pas arriver là-dedans, et notamment choisir le bon bien, le bon quartier. On met quand même toutes les chances de son côté. Et les gens qui ont quelque chose à perdre aux États-Unis, ils vont tout faire pour ne pas le perdre. C'est-à-dire qu'ils ont une situation, un crédit score, voilà. Malheureusement, si on va dans des quartiers ou des biens moins haut de gamme, bah, on va s'adresser à une clientèle qui a pas grand-chose à perdre, qui est déjà en difficulté financière, qui a déjà un mauvais crédit score. Donc là, effectivement, on s'achète plus de problèmes en tant que propriétaire potentiellement. Et j'ai connu ça. Ouais. T'as connu ça sur des locataires, tu veux dire ou... Bah oui, comme tu le sais, j'ai investi il y a quelques années dans ce qu'on appelle la Rust Belt, le nord des États-Unis, le Midwest, Cleveland, Détroit, toutes ces zones-là, sur des quartiers dits classés, donc des quartiers beaucoup plus bas de gamme, en achetant des maisons pas chères dans l'ancien, rénovées, mais ça se destinait vraiment à une clientèle de locataires beaucoup moins fortunés. Bon, là-dessus, t'as un taux ta collecte de loyer, elle est beaucoup plus compliquée. Tu as un taux d'éviction qui est beaucoup plus important. Ah bah, ton avocat, ouais, t'as intérêt à avoir une bonne relation avec lui et qu'il te fasse un prix, parce que là, ton frais légal à la fin de l'année sur ton bilan comptable, c'est pas le même. Bon, ça a été une passade. Je recommande ça à personne, honnêtement, surtout pas aux gens qui sont à l'étranger, parce que c'est une énorme galère à gérer. Moi, je le faisais pour moi et puis pour des clients, et franchement, on a accompagné les clients à la revente. Là encore, j'en ai certains qui revendent parce que c'est compliqué à la longue, et il vaut mieux aller sur du plus haut de gamme. Travailler sur le long terme, et puis finalement, alors ce qui était intéressant sur ces biens, sur le papier, c'était la rentabilité locative, mais encore une fois, c'est une rentabilité locative papier et non pas réelle. Très vite, ça peut se transformer, si on a des cas d'éviction ou ce genre de choses, avec des rentabilités en fait qui sont dérisoires, donc beaucoup moins bonnes que si on avait été sur des biens qui a priori ou à première vue étaient beaucoup moins rentables, en fait qui le sont beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup moins de risques. Ce qui compte, c'est effectivement le loyer, il faut que ça rentre, mais aussi derrière il y a les charges. Ce qui compte, c'est le bas de la ligne, en fait, hein, c'est en bas du tableau. Le bottom line, donc, bottom line, exactement. Donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, le mieux, c'est le fameux classe B, classe moyenne américaine. En grande majorité, je fais du neuf pour nos clients et pour moi, hein, pour ce que je garde aussi, parce que tu sais ce que tu as mis dedans, ton bien, tu le rends dans 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ça restera un bien qui sera très récent. Et pour moi, l'immobilier, partie importante de l'argent qu'on fait dans l'immobilier, c'est aussi à la revente. C'est le fameux capital gain, c'est-à-dire la plus-value. Normalement, si on se débrouille bien dans ces affaires, le rendement locatif, c'est plutôt de l'argent de poche. Voilà. Dans beaucoup de cas, on va dire. En tout cas, c'est mon opinion. Ok. Merci de nous partager ton retour d'expérience. Je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Ça va aider à cheminer et à réfléchir, parce que ouais, je pense que beaucoup de plus en plus réfléchissent, des propriétaires en tout cas. Bon, j'en ai fait partie, hein, justement, des propriétaires qui louent en résidentiel. Et c'est vrai que je constate autour de moi, on va dire, une baisse d'engouement autour de l'investissement dans le locatif résidentiel. Ou alors, après, c'est pour des opérations complètement différentes, ce qu'on appelle en marchand de biens, où on rénove pour revendre. Et là, on rejoint la philosophie de capital gain dont tu parlais il y a quelques instants. Mais investir pour louer dans du résidentiel, il y a quand même une baisse d'engouement autour je pense, de ce type d'actifs. Ou alors, après, voilà, dans le commercial, dans l'industriel, il y en a beaucoup qui se replient là-dedans. Je l'ai fait aussi. Clairement, c'est mieux que le résidentiel. Mais bon, les États-Unis ont été... L'appel des sirènes a été plus fort. Il m'a poussé à finalement à définitivement franchir le pas. Ça faisait quand même quelques années que je commençais à regarder. Finalement, on en a déjà discuté plusieurs fois, hein, mais presque depuis que tu avais créé ta chaîne YouTube au début, où tu étais arrivé sur la côte est de la Floride.
C'était sur Miami à l'époque. Ouais, Et, c'est exact. et oui, ça remonte, hein. Ça remonte un petit peu, ouais. Ça remonte un peu. Et je pense que j'ai pas dû voir le premier épisode, mais je pense dans les tout premiers épisodes. Donc du coup, je suivais. Voilà, je suivais à distance, je cheminais ma réflexion. C'était probablement pas encore le bon moment. C'était encore T'as assez intéressant peut-être en France, je sais pas. Mais là, définitivement, ouais, c'est... t'as fait partie de ces gens qui ont regardé ces vidéos horribles au départ, qui étaient bricolées avec 3 bouts de ficelle, quoi. Elles sont un peu mieux Franchement, maintenant, mais je suis pas. C'est ce que je dis aux ah gens. non, Le cœur de mon métier, ça reste quand même l'immobilier. Maintenant, c'est important de communiquer. Et ouais, on n'est pas si mauvais que ça parce qu'on gagne toujours des abonnés sur la chaîne. Et je pense que ce podcast aussi va intéresser beaucoup de monde. Euh, j'espère. Bah, le but, ouais, je crois que le podcast, à l'image de la chaîne YouTube, on est dans l'authenticité, le partage d'expériences. Euh, Bien sûr, on va pas se mentir, si in fine, il y a l'opportunité de faire des affaires, de créer des opportunités, l'idée, c'est que ça fonctionne pour nous comme pour les gens qui nous contacteront. Mais Ouais, mais puis le podcast est un nouveau format aussi qui est quand même aujourd'hui assez pratique à écouter, que ça soit en voiture, dans les transports en commun, ce qui pour une vidéo YouTube est un peu plus voilà, un peu plus compliqué, bien que vous pourrez nous suivre nos aventures sur la chaîne YouTube, puisque le podcast sera aussi en vidéo. Euh, mais le but c'était ouais, de donner accès finalement à ce format, aussi bien à ceux qui peuvent se permettre de regarder en vidéo et ceux qui ne peuvent pas et qui peuvent se contenter de l'audio. Donc je pense que ouais, ça va puis toucher effectivement plus de monde. ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro en France, à Paris ou à Lyon, d'où je suis originaire. Mais je crois qu'en tout cas, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas le Wi-Fi dans le métro. Peut-être il y est maintenant, je sais pas. La grosse différence, c'est qu'un podcast, tu le télécharges, tu l'as dans les oreilles, tu peux apprendre quelque chose. La vidéo, bon, sur YouTube, il faut avoir accès au Wi-Fi ou à Internet, quoi. Donc C'est vrai. ça, c'est plutôt pratique pour ça. Moi, par exemple, qui voyage de manière récurrente en avion. L'avion aux États-Unis, c'est le train en France, quoi, hein. C'est vraiment, soit tu voyages en voiture, mais vu que les distances sont quand même beaucoup plus grandes, très vite, tu prends l'avion. Et l'avion, le podcast, c'est top pour l'avion, quoi. Moi, je me fais un podcast, je me télécharge 2, 3 podcasts. Bon, évidemment, souvent, c'est pour faire la navette entre Floride et nord-est du Mississippi, au lac Pickwick. Et j'ai 2 heures d'avion environ, Sarasota, Nashville. Je me mets 1 ou 2 podcasts dans les oreilles et j'apprends quelque chose, ou pas d'ailleurs. Et, et c'est très bien, je trouve. Ouais, Ouais, je pense que c'est vraiment un format adapté à nos temps. c'est ça. Alors tiens, il y a un truc qui me... J'avance un peu dans ce qu'on s'était dit, ce qu'on voulait aborder aujourd'hui en termes de sujet, mais il y a un truc qui m'intéresserait vraiment de savoir, en tout cas d'avoir un retour d'expérience, de voir en France. Ce qui se dit, moi je suis rentré en France, la dernière fois que je suis rentré, c'était l'été dernier, Juillet? été 2024. Ouais. Ouais, juillet, c'est ça, été On s'est 2024. vu en D'ailleurs, on s'est juillet, vu. donc ouais, On on s'est s'est vu en d'ailleurs juillet, ouais. vu dans le Bordelais. Et du coup, à l'époque, j'ai revu toute la famille, et puis il y avait les élections américaines qui étaient sous-jacentes, puisqu'elles ont eu lieu en novembre, donc on savait pas qui allait être élu. Et, C'est vrai. je, Ça faisait des discussions houleuses, ouais, je me voilà, c'était souviens. des discussions, et c'est là qu'on voit en fait le prisme. Bon, maintenant, ça fait presque 10 ans que je vis aux États-Unis, et il y a un traitement de l'information qui est différent en Europe, il y a une position qui est différente. Voilà, on sait que il y a des choses qui sont similaires, mais d'autres qui sont assez différentes dans la culture entre l'Amérique et l'Europe. Et effectivement, c'était tout sauf Trump, quoi. À l'époque, la majorité des gens C'est pensaient vrai. comme ça. Des discussions que j'ai eues, d'ailleurs pas qu'avec la famille, les amis, différentes personnes. Alors maintenant, on sait qu'il rentre à l'office, là. Bah, ça va pas tarder, hein. C'est dans Ouais, 13 jours. ouais, On est, 13 ouais, jours? c'est Ouais, ça, bah c'est ouais. dans 13 jours, je crois, ouais. Ouais. Euh, alors, où on en est, là, sur cette position en Europe? Comment tu ressens les choses, toi, en France? Qu'est-ce qui se dit? Mais honnêtement, euh, autour de moi en tout cas, c'est pas vraiment un sujet de discussion. Alors, rapidement, quand le nom est tombé, alors évidemment, euh, la majeure partie des médias annonçaient presque la défaite de Trump à l'élection. Enfin, ils étaient vraiment sacrément sûrs d'eux quant à sa défaite. C'était plutôt ça, c'était plutôt ça la direction.
ils voyaient tous plutôt Kamala Harris. Et quand le nom est tombé, alors là, bon, de suite, voilà, ça fait des vagues, ça parle, ah bon, t'as vu, c'est Trump, machin. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est quelqu'un qui, de toute façon, fera tout pour booster l'économie américaine. C'est quelqu'un qui est pro-business. Bon, on a vu que il avait son solide compagnon d'armes, Elon Musk, avec lui. Il n'est pas des moindres, hein. Il a des moyens. Il a des moyens, le garçon. Hein. Voilà, il a fait des dons tout au long de la campagne qui étaient vraiment déments. Il a d'ailleurs fait, petite parenthèse, il a fait un gros don, je crois, aussi pour la reconstruction de Notre-Dame, je crois, Elon Musk. Hein. Ah, c'est fort probable, ouais. Il me semble avoir vu passer cette information. D'ailleurs, il était à la cérémonie de. J'ai un chiffre en tête pour Notre-Dame, pour continuer sur cette petite digression. Je crois que 20% des fonds pour la reconstruction de Notre-Dame sont des fonds américains. Ouais. Privés, hein, principalement des individuels. Bien sûr. Ouais. Mais je suis pas surpris, ouais. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a un peu la stupéfaction. On comprend pas comment les Américains ont pu réélire cet odieux personnage. C'est comme ça qu'il est décrit ici. Hein. Bon, c'est vrai qu'il est pas, le bonhomme n'est pas tout blanc non plus. Hein. Faut dire ce qui est. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas, saura soutenir l'économie et aider le pays de manière à sortir un peu de ce marasme dans lequel on est tous tombés avec l'après-Covid et l'inflation. Et bien qu'aux États-Unis, vous en sortez bien mieux qu'en Europe par rapport à nous. Mais je pense que ça va amener un gros coup de boost hein, dès qu'il va arriver. Donc je pense que du coup, on va le ressentir aussi sur l'immobilier et les projets business où ça va se ressentir. Il y a toujours eu un truc en fait, on se rend compte de ça aussi quand on s'expatrie, mais en France, on n'a pas, je crois que la majorité de la population n'a pas connaissance, enfin, ne comprend pas l'impact que peut avoir l'élection américaine sur leur vie, en fait. Autant nous, aux États-Unis, on parle beaucoup des Chinois parce qu'on sait l'impact que ça a sur nos vies, c'est-à-dire que Trump a fait, pour reprendre un exemple lié à Trump, évidemment beaucoup d'annonces d'augmentation des droits de douane à l'entrée des pays, notamment en provenance de Chine. Bon, on sait que forcément, ça va avoir un impact sur nos vies. Mais en France, de mémoire, hein, et j'étais beaucoup plus jeune quand je vivais en France, mais on se rendait pas trop compte en fait de toute l'impact de la politique internationale. Et là, par exemple, ce qui s'est passé sur les enjeux énergétiques dernièrement en Europe, avec quand même des augmentations du coût de l'énergie en Europe, il y a des choses qui sont clairement liées aussi à la politique américaine. Hein. Là, il y a du gaz qui monte probablement tous les jours ou toutes les semaines du sud des États-Unis en direction des grands ports européens pour réalimenter l'Europe en gaz. Carrément, ça a bénéficié aux États-Unis et ça fait monter le prix des factures, malheureusement, des consommateurs européens. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Ce que je comprends des Européens et des politiques européens, des politiciens européens, c'est qu'évidemment, c'est pas du tout un bon signe pour les Européens que ce soit Trump qui soit élu. Les démocrates sont beaucoup plus pro-Europe, ils sont en meilleure entente avec les sociaux-libéraux que sociaux-démocrates qu'il y a en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas de Trump. Hein. Là, c'est une autre famille politique, c'est une autre approche qui est finalement beaucoup plus... forcément, s'il a été élu, c'est que ça représente beaucoup plus la majorité des gens ici. Hein. Moi, dans mon environnement business, il n'y en a pas beaucoup qui, je sais, étaient pro-Harris. Hein. La Floride est pro-Trump de toute façon. Oui, c'est sûr que je travaille sur des États qui sont républicains. Les deux États sur lesquels je travaille actuellement, le Mississippi ou la Floride. J'ai certes des connaissances ailleurs. Et j'ai eu des connaissances. Hein. C'est sûr que le peu de gens que j'ai vus pro-Harris, c'est plutôt les gens très pro-démocrates, typiquement des Californiens. Voilà. Les communautés étrangères, hein, les Français expatriés aussi sont plutôt pro-démocrates quand même. Ouais, je pense que c'est culturel. Il y a tout. Hein.
il y a aussi différents types de communautés, c'est-à-dire que dans la communauté française, c'est pas du tout la même communauté en Floride qu'à New York ou qu'en Californie, puisque en Floride, c'est plutôt une communauté d'entrepreneurs français qui s'est établie. À New York et en Californie, à New York, c'est plutôt la finance, et à Californie, c'est plutôt le monde des startups. Donc là, on est plutôt sur des salariés au profil qui ont été débauchés. Ouais. Donc c'est pas tout à fait pareil. Il peut y avoir d'autres enjeux. Voilà, on a par exemple parlé des enjeux d'immigration avec certains visas qui voulaient réduire, finalement pas. Les fameux visas H1B qui sont destinés au profil, dont la Silicon Valley profite beaucoup et que les Américains, in fine aussi, tirent profit, puisque ces gens-là viennent travailler aux États-Unis dans les grandes compagnies américaines et créent de la valeur. Mais ouais, j'ai le sentiment que la lecture, elle a été un peu basique, j'ai trouvé en Europe, un peu simpliste sur Trump. Alors certes, bon, le personnage, on va pas le refaire, hein. Pour moi, c'est un Non, personnage de théâtre, hein, mais la politique, c'est aussi du théâtre. c'est du théâtre, ouais. Voilà. Mais à côté de ça, il faut pas oublier que il a quand même eu une vie d'entrepreneur, un businessman. On peut le traiter de tous les noms. Oui, il est parti avec un capital au départ, mais il a quand même sacrément développé les affaires. Euh, T'as quand même beaucoup de gens qui ont hérité et qui en ont fait n'importe quoi, hein. Euh, Oui. Tiens, je vous donne une info, je vais étaler un peu ma culture, mais allez voir la famille Vanderbilt, qui a été, c'est eux qui ont créé Cornelis Vanderbilt a été l'homme le plus riche des États-Unis pendant plusieurs décennies. Bon, on parle de ça il y a au moins un siècle. Mais il a créé en gros les voies de chemin de fer aux États-Unis. Donc Ok. les héritiers ont hérité, mais de fortunes colossales, hein. On parlait déjà de, je crois que c'était dizaines de milliards de dollars à l'époque. Aujourd'hui, Vanderbilt, il y a d'ailleurs des articles sur ça, c'est plus rien, quoi. Ils ont dilapidé la fortune. Je parle de ça parce qu'évidemment, je suis en Floride et je travaille sur une zone du sud-ouest de la Floride qui s'appelle Rotonda West. C'est une zone qui a été créée de toutes pièces. Aujourd'hui, il y a 15 ou 20 000 habitants, hein. Ça a été créé là il y a 50-60 ans. Ça faisait partie, c'est une des branches héritières des Vanderbilt qui avait créé ça à l'époque. Là, ils n'avaient pas forcément fait de bonne affaire parce que le développement a connu beaucoup de remous à l'époque, beaucoup de spéculations, mais beaucoup, à mon avis, il y a un certain nombre qui ont perdu de l'argent sur cette zone-là. Euh, donc il y a des gens qui réussissent plus ou moins et qui sont héritiers. Trump, je pense qu'il fait plutôt partie des gens qui ont plutôt été successful. Après, bon, il y a beaucoup de politique spectacle, il y a beaucoup de tout un tas de choses, des choses qui seront faites, qui seront dites mais pas faites, et l'inverse est vrai aussi. Euh, mais je trouve quand même que c'est plutôt un bon signal, sans faire de politique, pour les investisseurs. Ça sera forcément pro-propriétaire, pro-investisseur globalement, ce qui va être Toujours, de toute façon, les mené. États-Unis sont propriétaires en majorité. Bon, après, sauf dans des États où il y a des situations très tendues par rapport au logement, comme par exemple en Californie, où on peut voir des choses quand même assez désolantes, hein, quand on voit tous ces gens qui sont à la rue, qui n'arrivent pas à se loger. Donc là, forcément, c'est des États qui vont être plus pro-locataires. On l'entend, à défaut de le comprendre, on l'entend, mais c'est vrai que sinon, en règle générale, on est plutôt pro-propriétaire quoi, aux US. Ouais, je dirais qu'il y a quand même une partie importante d'États aux États-Unis, États américains qui ont fait passer des lois quand même dernièrement qui, alors voilà, on est loin de l'Europe, mais Ouais. euh, qui vont plutôt dans le sens des locataires. C'est pour ça qu'en fait, je voulais juste amener cette idée-là aussi pour les auditeurs là, qui nous écoutent ou qui nous voient en vidéo. Euh, alors, voilà, regardez bien où vous investissez. L'État ou la ville ou le county où vous mettez les pieds, vous allez acheter quelque chose, ça peut avoir un impact. Je parlais du Midwest un peu plus tôt. J'ai aussi arrêté le Midwest à un moment donné parce que certaines villes, je pense notamment à Cleveland dans l'Ohio, ont commencé à mettre en place un certain nombre de certifications parce que le gros du marché en fait était un marché très ancien. La majorité des biens avaient presque 100 ans. Et évidemment, les enduits et les peintures qui étaient utilisées à l'époque étaient chargées en plomb, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment. Les peintures aujourd'hui sont majoritairement à l'acrylique, hein, à l'eau, hein. Donc il n'y a plus d'enjeux sanitaires, mais il peut y avoir des résidus. Et puis c'est surtout une manière, au-delà de protéger la population locataire, aussi d'aller taper l'argent aux propriétaires, puisqu'il y avait une manne financière qui est arrivée, avec un certain nombre d'investisseurs, notamment étrangers, qui avaient investi dans la ville des années précédentes. Et donc ces certifications en gros, elles ont coûté beaucoup d'argent aux propriétaires. On parle de plusieurs milliers de dollars. Il fallait parfois repeindre des maisons entières, intérieur, extérieur. Il fallait faire tout un travail de préparation, enfin sur des biens qui, en proportion, valaient pas Pourquoi? ces réparations, quoi. Ouais, c'est ça. À des gens qui se sont fait
Je connais même des propriétaires français notamment qui n'ont pas pu faire face à ces charges et c'était devenu légal autrement et la maison allait être ou le bien allait être condamné par la ville et donc il fallait faire sortir les locataires et compagnie. Donc ça c'est Ok. arrivé d'un coup. Mais voilà, ce genre de politique, faut bien se renseigner avant de savoir où on met les pieds et se faire accompagner. Et Ouais. c'est sûr que les États républicains sont quand même beaucoup plus libres de ce point de vue et propriétaires, forcément. Oui, de toute façon, je pense que on ne peut conseiller à personne d'investir, que ce soit aux US ou en dehors de son pays de résidence. Pas conseiller à quelqu'un d'investir sans être accompagné, sans être conseillé, parce que sinon, ça apportera rarement quelque chose de bon. Ouais, bah c'est du poker après. Voilà. Ouais. Donc, si vous envisagez d'investir, s'il vous plaît, faites-vous accompagner. Voilà, c'est ça. Mais ouais, donc Euh, du coup, ouais, non, Trump, c'est vrai que ici, voilà, c'est pas quelqu'un qui est forcément bien vu. Ça n'a pas changé ça, quoi. Non, pas depuis juillet que tu as eu les conversations avec tes amis autour d'un apéritif. Mais bah, tu as dû le voir, hein, je pense, avec les gens avec qui tu as discuté. Ils doivent tous se Ouais, demander, mais comment c'est possible? Comment ils peuvent réélire quelqu'un comme ça? Comment c'est possible? Enfin, je pense que ça a dû venir sur la table. et c'était même étonnant parce qu'en fait, je pense à des membres de ma famille qui sont quand même plutôt pro-business, entrepreneurs. Euh, J'aurais jamais pu penser ça, quoi. Et en fait, quand je sais pas, on arrive à cette discussion, ouais, très calme, hein, mais la position était ferme, vraiment anti-Trump. Euh, Après, chacun a sa position. Ce qui me dérange, c'est toujours quand les gens sont dans une forme pas d'outrance, mais que c'est trop grossier, quoi. Et là, j'avais parfois Ouais, l'impression qu'on me ressortait, je sais pas, un article du Monde où il y avait ouais, les bullet points qui disaient toute la liste de ce qui était pas bien sur Trump. En fait, je pense que toutes les situations sont plus ou moins équilibrées. On a aussi dit beaucoup de fausses choses sur Trump. Il y a des choses qui sont complètement vraies. Il a été condamné. Enfin, voilà, le personnage, comme tu l'as dit, il n'est pas blanc comme neige. Mais non, non. je pense que après, c'est Je sûr que pense les que dirigeants aussi. Ouais. Vas-y, je ce t'en qui est prie. difficile, ce qui est, ce dont on n'a pas l'habitude, je pense en France notamment, c'est, ça rejoint un peu ça, c'est qu'on n'a pas cette culture du compromis. Et on ne sait pas voir dans un candidat, quel qu'il soit, parce que là, du coup, je fais le parallèle à la situation qu'on vit aujourd'hui en France, hein, la situation politique dans laquelle on est, une situation de blocage quelque part. On manque de lucidité sur, enfin, en tout cas, oui, on n'a pas l'habitude de faire des compromis. On ne sait pas se dire, bon, tel candidat, ok, je ne partage pas telle ou telle chose avec lui, mais par contre, sur tel et tel point, je pense il peut aider le pays. Ça, on ne sait pas faire. C'est plutôt, c'est tout ou rien. Et, et en ça, on retrouve un peu ben, le traitement du personnage Donald Trump qui, finalement, n'est vu que sur le prisme négatif. Il est toujours regardé et dépeint sur son côté négatif. Je peux entendre, hein, il y a des choses qui sont vraiment assez outrancières chez ce personnage, quelquefois. Mais quelquefois, il faut pouvoir aussi savoir regarder au-delà et se dire, bon, voilà, le pays est dans telle situation, de quoi a-t-on besoin? Bah, on a besoin de ça, ça, ça. Ben, voilà, ben, Donald Trump peut apporter ça. Alors après, il y a toutes les autres facettes. Voilà, il est si on doit aller sur anti-LGBT, tout, voilà, tout ce qu'on veut, hein. En tout cas, c'est les traits et le portrait que l'on dépeint de lui ici. Quelqu'un d'homophobe, enfin voilà. Alors, Tu m'as enlevé les mots de la bouche et j'allais juste rajouter, en fait, les Américains sont pragmatiques. Voilà. Il y a besoin d'une compétence à un instant T. Le leadership américain est remis un peu en cause avec l'émergence de la Chine, enfin maintenant qui est plus une émergence, qui est vraiment un développement. Euh,
Ils ont besoin de quelqu'un fort. Ils ont eu le sentiment que Biden était un peu faible sur ses décisions, au-delà de l'aspect physique d'ailleurs, hein, mais même dans sa prise de décision et de la défense des intérêts des Américains. Ils ont le sentiment que Trump, avec tous les défauts qu'il a malgré tout, a plutôt une forme un souhait de défendre leurs intérêts, en tout cas voilà, d'être dans. C'est la meilleure personne, je pense, à leurs yeux, pour cette position-là actuellement. Et oui, il n'a pas tout qui est parfait, mais les Américains, et c'est ça, la grosse différence. En plus, nous, on est latins, les Français, même si on est plutôt les latins du Nord. On est très bons, on est des très grands créatifs, on va penser au-delà de ça. Et je le vois à travers les deux cultures, hein, de manière très terre à terre parfois, hein, sur des jobs que je donne à certaines personnes. Maintenant, je travaille avec les Américains aussi, c'est différent des Français. On a ça pour nous, mais par contre, c'est sûr que quand il s'agit de faire un consensus, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, d'être pragmatique, prendre la moins mauvaise solution, on a moins bon. C'est vrai. On m'a toujours dit, j'ai un mentor aux États-Unis qui m'a appris pas mal de choses sur l'immobilier, le business. J'ai eu droit à un mastermind accéléré là, en quelques années, passé beaucoup de temps ensemble. Et il m'a toujours dit, tu sais, une négociation, c'est quand tout le monde part de la table, pas content. Ça, c'est la meilleure négociation. Voilà. Ça veut dire que, évidemment, tout le monde a dû mettre de l'eau dans son vin et donc on a trouvé une forme d'accord. Ce qu'on appelle dans l'immobilier aux États-Unis a meeting of the mind. On a un point de rencontre de nos esprits, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on a plus de mal, je trouve, en France. C'est un plus peut-être on-off. Ça rejoint le fait que, c'est vrai qu'on dit toujours, dans un deal quel qu'il soit, que ce soit un business, une affaire one shot, si tu repars pas de la table dans une position gagnant-gagnant, généralement derrière ça créera jamais quelque chose de bon. Ça créera toujours des tensions à plus ou moins long terme. Et ça, c'est vrai dans les associations. Dans l'association, je parle association pour un business, hein, de personnes qui s'associent ou plusieurs. S'il y a un lésé dans un deal, généralement, ça met pas longtemps à éclater. Ah oui, ça c'est certain, hein. Mais il faut aussi quand même que, avant ça, il faut que tout le monde ait accepté, qu'il y ait une pleine acceptation des termes et qu'il n'y ait pas une forme de recul après avoir accepté cet accord, quoi. Ça me fait penser à un truc qui s'est passé ce matin, tu vois, dans ma journée. Et bon, l'opportunité pour moi, c'est que je connais les deux cultures, la culture européenne, française et la culture américaine. Donc, je travaille entre les deux parce que je fais des affaires et avec les Américains et avec les Français. Et parfois, mon curseur, il se manque un peu, quoi. J'ai un capteur, il se trompe. Quand je suis sur une négo, là, en l'occurrence, j'avance sur un deal avec un client français pour qui je vais construire une maison. Et j'avais pas l'impression d'avoir été particulièrement, tu vois, agressif dans la négo. En tout cas, parce qu'à côté de ça, je suis sur un deal assez difficile sur une autre maison et là avec les Américains. Donc je sais pas, peut-être que mon capteur s'est un peu mélangé dans ma communication avec l'investisseur français. Et bref, d'un coup, je reçois un email en me disant non, ça va pas le faire. Enfin, il était en train de tout fermer en fait. Alors que je m'attendais plutôt à avoir une forme de discussion, de rentrer vraiment dans la négociation en fait. On n'était pas même pas vraiment rentré. Et bon, on doit se parler tout à l'heure, tout va bien. Je lui ai expliqué et je me suis excusé. C'était probablement, là pour le coup, c'était vraiment, je pense, un problème de communication. Et bon, encore une fois, moi je vis aux États-Unis maintenant et je dois probablement m'américaniser dans ma manière de faire du business. C'est même pas probablement, c'est sûr. C'est Et, sûr. et voilà. Et c'est une différente manière. Les intentions parfois en fait sont les mêmes, mais c'est la manière de travailler qui est un peu différente. Et, donc c'est marrant, ça me faisait penser à ce qu'on se disait, quoi. Non, et puis c'est vrai que ça peut être aussi quand on décide d'investir aux US, il y a un fossé, il y a un big step entre la culture européenne et la culture américaine. Les négociations se mènent pas du tout de la même manière. Ça va plus vite, ce qui est bien en soi. Mais c'est vrai qu'en France, par exemple, on a l'habitude que tout prenne beaucoup de temps quand on achète quelque chose, que ça soit
une maison, un appartement, un commerce, enfin, quoi que ce soit, on est toujours dans des démarches assez longues parce qu'il y a des délais incompressibles, que ce soit du fait des notaires, du fait des délais à purger. Donc c'est vrai qu'on a peut-être plus ce temps de digérer, de voir les choses venir. Alors que quand on décide d'aller là-bas, si une occasion se présente, ça va beaucoup plus vite. Ça va plus vite, on peut moins négocier, alors que c'est vrai qu'ici, on peut beaucoup plus négocier, mettre plus la pression sur le vendeur, chose qu'on peut peut-être moins faire là-bas, selon le moment. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être pushy des fois, et du coup, mais finalement, toi, tu ne fais que retransmettre la réalité du marché, mais la personne qui est en face, peut-être, le reçoit différemment, alors que finalement, tu n'es que le messager. Et c'est vrai que peut-être ça demande à arrondir les angles, en tout cas pour que ça soit mieux entendu par un Français, en tout, un Européen ou en tout cas un Français. Non, Et mais t'as raison. on parle beaucoup des Français, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la France, hein. Les francophones, on pourrait inclure les Belges, les Canadiens ont plus la culture américaine, je pense, Ouais. dans le business. Mais les Belges, les Français, les Suisses, si vous nous regardez, et toute l'Afrique francophone. Ouais. C'est vrai que n'a pas les mêmes. C'est pas pareil. Ah, et ça, tu t'en rends compte quand t'es expat, notamment aux États-Unis. Nous, on le voit, hein, nos potes, Hmm. on a beaucoup de potes européens. On a des potes, des amis français, mais on a aussi beaucoup d'amis européens. On a des très bons amis espagnols, italiens, parce que en fait, on vit côte à côte en Europe. Bon, même si on voyage un peu, mais en fait, on est les mêmes. On est les mêmes. On a C'est pas beaucoup de faux. choses communes avec les Européens. C'est sûr, là, on a ouais, une culture qui est très similaire, une histoire voilà, qui est similaire. Donc ça nous ramène très vite les repères qui sont les mêmes. Très vite, nous, on l'a vu quand on s'est installé aux États-Unis. Mais c'est marrant que tu dis ça. Tiens, pour revenir, je reviens sur cet exemple de ce matin là, de ce qui s'est passé juste avant alors on shoot. Moi, c'est le matin chez moi, c'est le soir chez Mathieu. Évidemment, avec le décalage horaire, il faut que on s'organise. Mais du coup, juste avant qu'on fasse le podcast, et en fait, ce que tu dis sur par exemple, le timing, en fait, je pense que et je relisais ce que je lui avais dit parce qu'on travaille beaucoup par WhatsApp notamment. J'avais des messages très courts en fait. Et là, le dernier message que j'ai envoyé hier, c'est parce que le première acquisition des États-Unis, ce que je comprends, c'est ils faisaient traduire le contrat, qui est un contrat standard en fait, qui est utilisé par tous les agents immobiliers, enfin ce qu'on appelle un contrat FARBAR, c'est-à-dire qui a été validé par le barreau pour le barreau de Floride. Euh, et globalement, je lui disais juste, attention, la date d'expiration, c'est ce soir, en l'occurrence hier. Non pas pour lui mettre la pression encore une fois, mais juste pour lui expliquer, parce qu'il n'avait pas vu, j'imaginais, telle ligne, expiration date, voilà. Et en plus, j'avais mis une date d'expiration parce que je savais que ça allait lui prendre plus de temps, d'une semaine, qui pour nous est énorme. Une date d'expiration quand tu fais une offre sur un contrat immobilier, c'est là, j'ai contresigné un contrat hier matin, là, à la vente, je suis vendeur. On m'a donné 24 heures, en gros, pour le signer. C'était 24 heures, je l'ai signé, je l'ai eu, je l'ai signé. Mais oui, les timings sont pas du tout les mêmes. Rien à On peut voir. closer un bien aux États-Unis. Là, en l'occurrence, le contrat à la vente que j'ai, c'est une maison que j'ai rénovée, un flip, comme on dit. Euh, les termes sont très simples. C'est un contrat en cash. J'ai signé hier, on était, je vais dire la date, le 7 janvier. Je close le bien le 22 janvier. Ils ont un seul terme suspensif, une contingency qui est de 7 jours, qui est une période d'inspection pour inspecter le bien. Ils ont tout le droit de le faire. Et après, on close, contrat cash. Donc, en gros, ils vont acquérir la maison en 15 jours. Voilà, c'est simple. Donc, Bah, les le timings, délai tu vois, moyen, j'imagine que... le délai moyen, c'est 30 jours, quoi, aux US. Enfin, Bah, maxi, on va en dire même. cash, ouais, en cash, c'est 30 jours généralement. Quand tu es vraiment agressif sur ton offre et que tu veux faire comprendre euh, au vendeur que tu es très motivé, enfin ça joue pour toi aussi, le timing sur le contrat, bah tu mets moins. Et après, en financement, généralement, il faut 30 à 45 jours. 45 jours plutôt pour être large, parce qu'il y a une banque, il y a il y a un process un tout petit peu plus Oui, parce lourd. que pour ceux qui nous regardent et qui s'intéressent à l'investissement aux US et qui sont peut-être pas trop au fait de comment ça fonctionne aux États-Unis, c'est vrai qu'il n'y a pas
il n'y a pas ces délais comme on a nous ici en France, chez le notaire, où il faut attendre 2 mois pour savoir si la mairie de la localité où l'on veut acheter veut préempter ou non. Ça n'existe pas. Ce délai incompressible que l'on connaît nous ici en France n'existe pas aux États-Unis. Ouais, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de délai, hein. On peut closer un contrat, on peut le faire oralement. Un contrat immobilier peut se faire oralement ou sur une nappe d'un restaurant. On fait un deal au dessert. On coupe la nappe, on envoie ça. Alors, aux États-Unis, soit c'est un avocat qui fait la transaction et non pas un notaire, soit c'est une title company qui est vraiment une société qui fait que des closings. On lui donne ça et avec ça, il peut faire le closing. À partir du moment où lui, il est prêt, qu'il a toutes les informations dont il a besoin, on peut closer. On signe ce matin le contrat, on peut closer cet après-midi. Demain, t'es propriétaire. Il n'y a pas aucun délai légal. Alors, on s'excuse par avance si on utilise des termes un peu barbares. Pour ceux qui découvriront l'immobilier américain, on essaiera de mettre des petits bandeaux dessous quand on utilisera comme ça des termes propres aux États-Unis. Ça permettra à chacun aussi finalement d'apprendre un peu comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on va utiliser des termes comme closing, deed, que les gens découvriront au fur et à mesure, mais on mettra des petits bandeaux en bas pour expliquer. Ouais. J'essaierai de contrôler ça, je suis peut-être un peu déformé. Non, c'est bien parce que je pense que ça instruit finalement les gens, ils vont apprendre un peu plus comment ça fonctionne. C'est important de comprendre, je pense, hein, parce que on en revient à ce qu'on disait, il y a un gros gap entre comment ça fonctionne en France et comment ça fonctionne aux US. Donc, la montée en compétences, cette courbe d'apprentissage quand tu décides d'investir aux États-Unis, elle se fait aussi avec le vocabulaire. Hein. Il y a des choses qui sont récurrentes et qu'il faut maîtriser pour bien comprendre le process. Et c'est mieux effectivement d'avoir les termes en anglais, je pense. Hein. Donc, il y a des termes que je traduis très rarement. Je fais une explication au départ quand j'ai des clients néophytes qui commencent. Puis une fois que ça c'est acquis, après il faut ce jargon-là, le maîtriser. Hein. C'est nécessaire, ouais. C'est indispensable. C'est ça. Ouais, je pense que Mathieu, ça peut être intéressant sur le prochain épisode de reparler aussi des enjeux de la dette, des enjeux des taux d'intérêt. Alors d'un point de vue macro, reparler de la dette française, par exemple, je pense que c'est intéressant pour faire comprendre aux gens l'impact que ça peut avoir sur eux, sur leur épargne potentiellement, le risque que ça peut laisser planer. On pourra parler de la dette américaine aussi, bien sûr. Et puis au-delà de ça, sur ce sujet-là, je trouve que ça serait intéressant de reparler des taux d'intérêt aussi, expliquer les mécaniques qui sont liées aux taux d'intérêt, notamment aussi comment le marché réagit en fonction des taux d'intérêt. J'essaie d'expliquer ça aux gens aussi, que ça a un impact très important. Même si on n'aura pas vocation à noyer les gens dans des podcasts économiques, parce que c'est nécessaire d'en parler. Mais on a envie d'être positif et d'amener les gens aussi vers vers l'immobilier aux US, le business aux US, les aider peut-être à obtenir des visas, à racheter des business, à planifier des immigrations. On veut pas faire nos économistes de café du commerce. L'idée, c'est plus de donner juste des toutes petites logiques, des mécaniques par rapport à ça. Je pense sur le prochain podcast, ça pourrait être intéressant comme sujet. Et puis, bien sûr, que ça fait écho aussi à ce que nous, aux actions qu'on fait nous sur le marché, puisqu'on travaille ensemble, on est même associés sur certaines activités. Et d'ailleurs, ça peut être des choses qui peuvent vous intéresser parce qu'on va fournir et on est en train de monter une offre de service plus globale qui va de la mise en place d'entités juridiques et de le faire correctement, en passant par un accompagnement potentiellement sur la comptabilité. Alors, on a des partenaires pour ça, c'est pas notre cœur de métier, mais jusqu'à même l'accompagnement pour les gens qui veulent venir vivre aux États-Unis. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, si vous le savez pas, je vous le dis, moi je suis venu aux États-Unis en tant qu'investisseur, j'ai eu un visa investisseur E2, donc je l'ai eu, j'ai accompagné un certain nombre de clients qui
pour certains sont même devenus des amis, qui sont venus s'implanter aux États-Unis. Il y a plusieurs manières de le faire, mais notamment l'investissement eh bien, permet de le faire. Donc, en fait, ce que j'ai repéré, et Mathieu peut aussi en témoigner, parce qu'il s'est intéressé à ça, lui, à titre personnel, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de solution préétablie, et surtout, il n'y a personne qui fait le lien entre notre déficit de connaissances, notre déficit culturel quand on vient de France pour s'implanter aux États-Unis, et tous les professionnels qu'on va devoir embaucher pour mener à bien son projet. Il va vous falloir au bas mot un avocat d'immigration, un avocat commercial pour sécuriser la transaction, un business broker probablement pour acheter un business ou pour en créer un. En tout cas, vous avez besoin d'un certain nombre de ressources. Mais là-dedans, il n'y a personne qui vous accompagne juste à côté pour vous expliquer en fait les tenants aboutissants des décisions que vous allez prendre et surtout la manière de communiquer avec tous ces gens, quoi, de ce qu'ils peuvent attendre aussi de vous en tant qu'entrepreneur. Il faut rentrer dans ce rôle-là. Et ça, c'est très compliqué quand on l'a jamais fait et quand on n'a pas connaissance. Ouais, c'est vrai que c'est sans accompagnement, c'est un peu la noyade assurée, j'ai envie de dire. Il y a tellement de formalités. C'est vrai qu'on on est tout le temps en train de dire la France, c'est un millefeuille administratif. Il y en a toujours plus, toujours plus. C'est plus light et plus clair côté US, mais quand même, si on n'a pas les connaissances de base ou les bonnes orientations, c'est très compliqué. Comme tu le disais, si et encore pire, si on envisage de venir vivre aux États-Unis, ça peut pas se faire comme ça. On peut pas demain avec un ESTA dire je viens vivre aux États-Unis. C'est pas possible. Ça serait beau, hein. Ça serait beau, mais non. On est bon pour 3 mois et après on est bon pour rentrer chez soi. Donc le mythe un peu du oui, mais je traverse la frontière au Canada ou je vais au Mexique ou ça marche plus. Il y a vraiment maintenant besoin d'un retour dans le pays initial, hein, d'où on vient. Et je ne connais plus de tête, je sais pas si tu la connais, la période de cool-down, vraiment, où tu ne peux pas revenir sur le sol américain. Je sais qu'il y a un laps de temps, hein, dans lequel tu ne peux plus revenir. Donc, si vraiment vous envisagez de venir vivre aux US, il faut le faire correctement, dans les règles, et être accompagné. Ça, je pense que c'est indispensable. Avec les stabs, tu peux revenir aux États-Unis quasiment de manière instantanée, mais tu dois revenir sur ton territoire national. Tu as le droit de rester 2 fois 90 jours sur une période flottante de 1 an. En fait, à partir de 6 mois et 1 jour, si tu résides aux États-Unis, tu deviens résident fiscal. Et pour ça, il faut un statut, un visa permanent ou un visa temporaire, ce que tu n'as pas quand tu as un visa de touriste ESTA. C'est ça. Voilà. Et en plus, tu ne peux pas travailler avec un visa ESTA. Mais tiens, ni faire de business. Non, absolument, absolument. T'es pas censé. Méfiez-vous si vous avez des investissements aux États-Unis et que vous venez en voyage. Ne dites pas je viens pour contrôler mes business. Censé. Surtout pas. Tu as le droit d'avoir des biens et de faire un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est mieux de passer la douane en disant que vous venez faire du tourisme, même si vous avez une LLC et que vous avez des biens, que vous avez des affaires, que vous gérez à distance. Voilà. On n'est pas censé. Après, ça peut juste amener des questions et au final, la situation est complètement légale, mais ça va juste vous créer plus de problèmes qu'autre chose. Ouais, parce qu'ils plaisantent pas. Ouais, c'est ça. J'ai une anecdote auquel je pense. On parlait là, de la mise en place de LLC notamment, ou de corporation, qu'on va proposer à travers une solution la plus simple possible et la plus rapide possible. Mais dernièrement, j'ai eu un client que j'ai accompagné sur la revente d'un bien. Je m'étais pas du tout occupé de ses acquisitions de biens. Il avait un portefeuille de 8 maisons. Et en fait, des maisons qu'il avait à la vente à Détroit, dans le Michigan, qu'il avait acquises avant même que je commence à travailler avec lui. Et en fait, il était sous contrat avec le nom de sa LLC et on s'apprête à closer le bien. Donc, il s'apprête à faire la vente, en fait, à récupérer son argent, à passer le titre de propriété à l'acquéreur. Et la title company, donc le notaire, se rend compte, en fait, qu'ils n'arrivent pas à retrouver les statuts de la société, qui sont normalement online, en fait, qui sont enregistrés. Et pas moyen de retrouver cette LLC qui devait être enregistrée, normalement, d'après les dires du client, dans l'état en question, l'état du Michigan. Et puis, lui, plus moyen de retrouver les papiers non plus.
autant vous dire une Évidemment. situation un peu surréaliste. Donc on a fini par, j'ai fini par un par un refaire tous les États, tous les sites du Secretary of State pour voir où cette LLC avait été incorporée, si elle était incorporée. Et en fait, il avait jamais su. Il avait fait confiance à un intermédiaire français qui était d'ailleurs pas licencié, je pense, pour faire la transaction et qui lui avait fait une incorporation au Delaware. Lui, il ne Évidemment. le savait pas. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça au Delaware? Il ne voyait pas d'intérêt à l'avoir fait au Delaware non plus, après coup. Mais il Alors le pour le savait pas, de retrouver au toute façon. Delaware, ça a dû être compliqué, sachant que le Delaware, pour ceux qui ne le savent pas, est un C'est État non non transparent. transparent sur ses actionnaires. Donc oui, ça a été une petite galère administrative. On a fini par le faire, mais en plus, la LLC était inactive, donc il a fallu la réactiver. Bref, tout ça s'est résolu, mais lui tout seul, je pense que la transaction n'aurait jamais pu se passer. Il sera encore en train Ouais. d'essayer de retrouver, et ses maisons, il aurait perdu le contrat, malheureusement, parce que, comme on l'a dit plus tôt, il y a des deadlines sur les contrats, donc les acheteurs se seraient impatientés. Mais je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à clarifier cette situation légale, qui est en fait toute bête. C'est juste que c'est juste qu'il y a eu un problème de communication entre eux, que la personne qui lui a fait ça, évidemment, n'est plus en activité, ou en tout cas, il répond plus. Donc, Et encore, il a eu de la compliqué. chance que sa LLC soit renouvelée chaque année. Elle n'était pas renouvelée, elle est devenue inactive, mais Ouais, elle n'a voilà. pas été dissolue. Elle n'a pas été, alors, je vais pas dire le bon mot en français, peut-être dissolue ou Ouais. dissoute. Dissoute, ouais. Dissoute. Et non, du coup, là, il n'y avait pas cette problématique-là. Oui, cette problématique-là elle avait été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça dépend des États, mais au bout d'un moment, effectivement, l'État cure le problème. Si l'entité juridique est inactive depuis un certain temps, il l'annule et puis le nom est de nouveau disponible. Mais Ok. ouais, ça peut être des situations qui sont. En fait, ça part d'un truc tout bête, c'est qu'à la base, on ne lui a pas communiqué les bonnes choses, ou en tout cas, il les a pas reçues correctement. Et puis surtout, le conseil initial, pourquoi faire ça au Delaware alors que les biens sont en Michigan, il n'y a aucun intérêt fiscal. Enfin, il y avait plein de. Derrière tout ça, il y avait plein de fausses, j'imagine, fausses informations. Promesses. Ouais, ou des Voilà, promesses, probablement. voilà, Au niveau probablement, des ouais. taxes, au niveau de... Voilà, t'as compris. Mais voilà, Toujours la même c'était histoire. l'anecdote. Donc, se faire accompagner correctement, avoir un agent pour domicilier sa société, quelqu'un qui sera à long terme, qui va suivre les choses. Je pense que rien que ça, c'est la base. Mais ça peut tellement handicaper si on suit pas les choses pour les affaires, que c'est Je primordial. pense que la règle numéro 1, je pense le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est peut-être si quelqu'un vous promet des taxes à zéro ou voilà, que vous ne paierez rien en France, que vous ne paierez aucune taxe aux États-Unis, enfin, si on commence à vous promettre ça, fuyez. Ah bah, de toute façon, encore une fois, dès qu'on est dans une forme d'outrance, dans les conseils qu'on peut vous apporter, honnêtement, posez-vous les bonnes questions. Ouais. Euh, et- Zéro taxe nulle part, ça n'existe pas. Ou voilà. alors il faut vous expatrier au Panama, ou je ne sais pas. Il y a Mais des choses qui sinon, c'est pas peuvent possible. exister, mais c'est très particulier. Il faut avoir du volume. Voilà. Je pense que dans la plupart du temps, il faut être logique, hein. Si vous générez du revenu, et tant mieux, c'est tant mieux, vous gagnez de l'argent. Bah, il peut y avoir une taxe. Il y a aussi des dispositifs qui permettent de ne pas en payer, mais qui sont complètement légaux, mais il faut quand même faire une déclaration fiscale. Enfin, il y a quand même des Tout à fait. procédures. Mais c'est sûr que tous ces discours un peu simplistes, Bon, posez-vous les bonnes questions. on l'abordera de toute façon probablement dans les Ouais. prochains podcasts. Tout ça, ça sera des sujets qui reviendront, les avantages fiscaux aussi à investir aux États-Unis. On essaiera de vous couvrir tous les aspects possibles. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et Sur puis YouTube, aussi, des petites questions dessous et on essaiera de les noter et d'y répondre dans les prochains podcasts. une autre chose que je voulais rajouter, sur laquelle on travaille avec Mathieu maintenant depuis plusieurs mois, puisqu'on a déjà acquis des propriétés ensemble, et notamment une propriété commerciale. Notre objectif avec ce podcast aussi, c'est de vulgariser l'investissement dans les biens commerciaux. On sait qu'il y a une forme de déficit sur ce qui peut être proposé aux investisseurs francophones. Là-dessus, il y a quand même pas mal d'offres qui sont sur le résidentiel, sur le commercial beaucoup moins. Alors la vraie clé aussi, c'est le fait que ce soit généralement moins abordable, que ce soit un peu plus technique. Mais vu qu'on a chacun une expérience sur le commercial des deux côtés de l'Atlantique et qu'on est assez complémentaires sur la manière dont on travaille ensemble, on est en train de mettre en place une offre qui peut permettre aux investisseurs de rentrer sur des deals commerciaux. Et des À tickets plusieurs, d'entrée, voilà, c'est généralement. ce qu'on vise, des tickets plutôt, voilà,
plutôt acceptable, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, hein, enfin il y a 2 secondes, le problème souvent sur des deals commerciaux, c'est les tickets d'entrée, quoi, qui sont C'est beaucoup ça. plus élevés que sur du résidentiel. C'est ça. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui peut vous permettre de rentrer sur deux deals qui, de notre point de vue, et bien évidemment, sont des actifs de grande qualité. Il y a une forme de stabilité comme sur le commercial qui est très importante et de résilience. Donc on vous reparlera de ça, bien sûr. Vous allez suivre nos avancées, nos aventures là-dessus. Péripéties. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est T'avais vrai que autre pour le moment, chose à ça se passe plutôt rajouter? bien. Ah oui, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Je crois, je crois. Est-ce que toi, tu avais autre chose à rajouter Ouais, aujourd'hui, Mathieu? on était censé évoquer un fun fact, en tout cas un guess what. Je sais pas si ton anecdote c'était celle-ci Je l'avais un peu sur le. anticipé, ouais, c'était à celle C'était auquel je celle-ci? pensais. Voilà, c'est ça. Mais D'accord. vas-y, alors, j'ai hâte d'entendre ton fun fact. Tu m'as un peu teasé en me disant celle-ci. Ouais. Euh, j'ai hâte j'ai hâte de te la dire. Alors vas-y, c'est le moment. J'ai hâte d'entendre. Bah, je pense pas que je vais t'apprendre grand-chose, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait chacun de quelque chose d'insolite, en tout cas, sur l'immobilier en Floride ou aux US. Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, c'est plutôt sur la Floride. Et en fait, j'ai découvert qu'en Floride, à cause de couacs historiques dans les deeds, les deeds qui sont un peu, on pourrait traduire ça en C'est le France, type c'est de un peu propriété. c'est le titre de propriété, ouais, voilà. Le titre de propriété qui en fait qui référence la parcelle, la surface, enfin voilà. Et C'est en f- la carte grise d'une propriété. Je le c'est traduirais comme ça. ça. Ouais, c'est vrai. Et qui détermine en fait à qui appartient le terrain. Euh, En Floride, tu peux être propriétaire d'un bout de l'océan. Ouais, c'est Est-ce que possible. Et Je voilà, pense que ce sont je vais rien lui apprendre, mais en fait, tu ouais, peux être propriétaire d'un bout de tu parles l'océan. des Passant. ce qu'on appelle les riparian rights, c'est-à-dire que tu peux posséder une partie de la rivière, c'est à ça dont Alors là, vraiment sur l'océan. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était dans les années 70-80 où il y a eu vraiment un gros boom sur la Floride, hein, un boom au niveau de l'immobilier. Des parcelles ont été découpées, ont été donc vendues à des personnes. Des projets ont été établis sur ces parcelles, mais qui n'ont pas forcément vu le jour. Ces parcelles étaient proches de l'eau, où bon, on sait en Floride, il y a beaucoup de zones qui sont rapidement inondables. inondable. Ouais. Faut pas penser en Floride creuser sous sa maison pour faire un sous-sol, c'est pas possible, sinon ça sera une piscine souterraine. Mais du coup, en fait, ces terrains, ben, il ne s'est rien passé dessus. Les titres de propriété se sont transmis de main en main. Et progressivement, il y a des terrains qui se sont retrouvés euh, submergés. Ouais, j'ai compris. Mais en fait, ces titres de propriété existent toujours. Et tu peux donc être propriétaire d'un bout de l'océan, puisqu'aujourd'hui, ben, les océans ont tellement avancé que cette parcelle est complètement sous l'eau. Et c'est un bout de l'océan. Et tu peux être toujours propriétaire d'un bout de l'océan. Ces deeds peuvent toujours s'échanger, se vendre. D'accord. Voilà. Ah, c'est Il peut marrant toujours ça. y avoir des transactions là-dessus. Et Ok, ok. du coup, j'avais trouvé ça assez insolite. Parce que ça, en France, c'est pas possible, hein. Le littoral, c'est niet. Enfin, les eaux n'appartiennent à personne. Enfin, en tout cas, pas au privé, quoi. C'est pas possible. Ouais, qu'aux Mais pour États-Unis, les c'est le rivières, cas, je savais hein. pas. Alors, rivière et même côte, en fait, c'est ce qu'on appelle le riparian rights, RIPARIAN, si je l'épelle correctement. Et effectivement, tu peux acheter une propriété, hein, avoir un titre de propriété qui inclut une partie de la côte. Il y a des maisons qui ont une plage privée avec une partie de la côte, une partie de l'océan. Alors probablement que du coup on arrive dans quelque chose qui rejoint ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que l'eau Ouais. monte et on a tous vu ces vidéos, elles sont réelles, hein, de certaines maisons qui se font envahir par les eaux. Là j'en ai encore vu une il y a pas si longtemps, je crois que c'est dans le nord-est des États-Unis, l'État du Maine ou quelque chose comme ça. T'as l'océan qui a mangé une maison qui était très avancée en fait sur la mer et
Et effectivement, ça a porté la maison. C'était des fondations un peu anciennes, en bois probablement. La maison, c'était une maison en bois. Elle est partie avec l'eau, quoi. Partie dans l'eau. Hein. Mais ouais, je pense qu'il y a moins de régulation par rapport à ça historiquement aux États-Unis, puis probablement que par le passé encore moins. Donc les gens construisaient assez librement, et parfois c'était pas la bonne idée de construire si près de l'eau. Et j'ai encore aujourd'hui, je suis assez étonné. Là, j'étais à Hawaï pour les fêtes de fin d'année. Aussi un État américain, le dernier qui a été incorporé. Et on voit quand même bien la touche américaine, des grosses maisons, des gens qui ont beaucoup de sous, ils sont tous au bord de l'eau, première ligne, et tu dis quand même, putain, c'est quand même compliqué. Alors maintenant, ce qu'ils font, c'est toujours des maisons surélevées, hein. C'est-à-dire que le ground floor en bas, c'est un garage, souvent même, c'est même pas fini, hein, c'est des fondations. Ouais. Mais c'est incroyable, quoi. C'est quelque chose. J'ai eu une maison sur l'eau, hein. Moi, j'ai eu une maison à Miami qui était vraiment en bord d'eau, en bord de canal. J'avais même le bateau au bout du jardin. Honnêtement, je suis très content d'avoir vendu, super expérience, hein. Mais je me dis quand même, avec ce qu'on nous explique, ce qui pourrait se passer là à l'avenir, il va y avoir quand même un certain nombre de problèmes, hein. Et puis on voyait déjà à Miami, même pour drainer l'eau de pluie, c'est compliqué. Donc j'imagine pas cette maison dans quelques années, comment elle sort, hein. La terrasse, à mon avis, on a les mêmes problèmes. Enfin, tu as les mêmes problèmes sur la côte ouest avec tous ces chapelets de presqu'île, hein, Siesta Key, qui régulièrement se font manger par les eaux et qui, d'après les experts, seront complètement engloutis d'ici probablement une vingtaine d'années. Elles auront disparu. Et ça fait reculer personne, hein, là, avec ce qui s'est passé il y a quelques mois. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre de gens parce qu'ils se sont fait globalement ravager leur maison, qui ont des maisons à Siesta Key, qui ont été construites il y a 70 ans, plein pied, hein. Donc les maisons, autant dire, elles ont pris probablement quasiment 2 mètres d'eau et de sable. Mais ces gens-là, ils cassent la maison et ils reconstruisent en surélevé. Mais j'en ai rencontré un certain nombre parce que j'ai des biens à location, moi, dans la ville de Sarasota, donc ils cherchent à louer en attendant de reconstruire. Mais les gens, j'en ai eu plusieurs, hein. Et c'est des gens très pas fous, hein. C'est des gens très riches souvent. Donc c'était des médecins, c'était des gens dans la finance, le lifestyle. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Le risque qui passe après. Et c'est vrai que lors du dernier gros ouragan, là, c'était. Enfin, les deux derniers hein, qui se sont succédés à presque 15 jours d'intervalle. Hein. Ouais, c'est ça. Ça a été violent. Hein. On voyait les scènes, eaux sur toutes les maisons qui étaient sur Siesta Key et ce genre de presqu'île. On voyait les eaux monter jusque mi-baie vitrée. Enfin, c'était. Et puis c'est les conséquences de ça qui sont encore plus désastreuses, hein. Le premier ouragan a plutôt tapé un tout petit peu plus au nord, notamment une zone qui est magnifique, qui s'appelle Anna Maria Island, vraiment carte postale. Je suis repassé là-bas, c'était quand même 3 ou 4 semaines après les faits. C'est ravagé, hein. Il y a des maisons, les maisons se sont fait déplacer, hein. J'ai vu des maisons, alors encore une fois, des maisons plus anciennes, fondations plus légères, mais des maisons éventrées, j'ai vu ça de mes yeux, c'est très très particulier. Généralement, il y a moins de risques humains parce que toutes ces zones-là sont évacuées, même avec des événements climatiques moins importants. Mais là, effectivement, sur des événements de ce type-là, ça pardonne pas. Eh bien, merci pour ce retour d'expérience. Avec plaisir. Ce que je pense, c'est qu'on peut donner rendez-vous à nos auditeurs et nos viewers au prochain épisode. Pour parler toujours immobilier américain. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à commenter. Surtout, dites-nous si vous avez des sujets de prédilection, si vous avez des questions. Comme ça nous permettra aussi de préparer les prochains épisodes et d'aborder des sujets qui parlent à certains d'entre vous. Et puis, ça nous permettra d'alimenter notre machine à réfléchir à ce qu'on peut vous dire. Et puis merci beaucoup de nous avoir écoutés surtout. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps, pour toute cette préparation. C'est Mathieu qui nous fait toute la partie back-end technique et c'est super bien fait. On va essayer de s'améliorer avec le temps aussi sur le background qu'on a derrière. Vous voyez que Mathieu est beaucoup plus avancé que moi là-dessus. On va essayer de curer tous les problèmes de technique qu'on peut avoir. Donc soyez indulgents avec nous sur les premiers épisodes. Ça se met en place et on va s'améliorer.
Merci Julien pour ton accueil en tout cas, et merci à tous de nous avoir suivis et écoutés tout au long de cet épisode. Et ouais, c'est le premier et loin d'être le dernier, je pense. Donc Exact. rendez-vous au prochain épisode. Ça marche. Salut. Bye bye. Ciao.